c'est pas la plus-value d'un ergonome, clairement, de mesurer des angles articulaires. Là où on l'attend, c'est dans l'interprétation des déterminants, de savoir comment, d'où ça vient en fait, pourquoi on a une flexion importante au niveau du dos. Ça, il va falloir que tu détermines, toi, l'ergonome, d'où ça vient. Est-ce que c'est organisationnel? Est-ce que c'est un problème de formation? Enfin, il y a plein de facteurs et des déterminants du risque. Bonjour et bienvenue pour ce 7e café IQSE en ce mardi 25 mai 2021. Nous recevons aujourd'hui Pierre Plantard, le fondateur de Mouvancy. Alors déjà, Pierre, tu n'hésites pas à me contredire ou à me rectifier si je prononce mal, ça peut arriver. C'est bon. Et donc, Mouvancy, on va passer toute la partie du midi là, ensemble pour discuter. Tu vas nous présenter je dirais les interactions, ce que tu peux proposer, puisqu'en fait l'objectif aujourd'hui, ça apparaît pas forcément dans la vignette qu'on a tout de suite là-dedans, mais c'est effectivement la prévention des TMS. Alors les TMS, c'est peut-être pas, je sais pas si ça parle à tout le monde, donc les troubles musculo-squelettiques, mais l'idée c'est de voir avec toi comment la Mouvancy peut intervenir dans cette prévention des TMS dont on entend de plus en plus parler. Alors est-ce que c'est parce qu'il y en a de plus en plus ou est-ce que c'est parce que justement on en parle de plus en plus parce qu'on est plus sensibilisé à ça? Peut-être qu'on va pouvoir le voir tous ensemble. Et après cette petite introduction, n'hésite pas à venir compléter et à présenter un peu plus peut-être ton parcours et puis l'entreprise que tu représentes et que tu as fondée. Écoute, très bien. Merci en tout cas de me donner l'opportunité de vous présenter Mouvancy, ce qu'on fait et puis tout le travail qu'on fait autour de la prévention et des nouvelles technologies. Donc, je vous propose de déjà partager ma présentation. Ce sera aussi simple. Et puis, je vais vous présenter ça. J'ai des slides déjà sur la première pour pouvoir me présenter. Oui. Donc, pour vous donner un petit peu mon parcours. Donc, moi, j'ai un parcours plutôt académique, plutôt orienté recherche à l'origine. Je viens du milieu des STAPS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les STAPS, c'est l'acronyme de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, historiquement, l'unité de formation des profs de sport, mais ça fait très longtemps qu'on ne fait plus que ça. Du coup, on fait énormément de choses en STAPS. En STAPS, on parle même d'ergonomie plus récemment, mais à l'origine, les STAPS, voilà, on travaille dans tout ce qui est en lien avec la physiologie et la biomécanique du mouvement humain, que ce soit en situation de handicap, dans le sport et également dans le monde du travail. Et du coup, récemment, les licences STAPS ont repris une partie importante de l'ergonomie, qu'on peut appeler ergonomie physique, ou en tout cas plutôt axée sur tout ce qui est facteur biomécanique. Donc, on verra au fur et à mesure de mes slides que c'est une approche qui est complémentaire, qui n'est pas en opposition. Et du coup, on se définit, nous, comme STAPS, plutôt comme des spécialistes du mouvement humain, de l'anatomie et de la biomécanique, ma formation moi, initiale. Donc moi, j'ai un parcours en STAPS, licence master, où j'ai travaillé très, très rapidement en alternance dans des industries sur les problématiques d'ergonomie et donc de prévention des TMS, avec une première expérience chez Sanden, qui est un sous-traitant du monde automobile. Derrière, pour enrichir un petit peu mon projet professionnel, je suis parti sur un master en informatique. En fait, j'ai deux compétences qui sont assez complémentaires, qui sont l'informatique d'un côté et la biomécanique et l'analyse du mouvement humain. Et en gros, j'ai principalement fait ça parce que j'avais en tête de prolonger sur un doctorat autour du sujet de ma thèse, de mon futur sujet de thèse, qui était un mix entre l'informatique et la biomécanique. Donc, c'est quelque chose qui t'anime depuis déjà un bon moment, quoi, finalement. Ouais, c'est un projet qui a été construit au fur et à mesure, mais qui a trotté dans ma tête dès les premières années de master. Donc, ça remonte à 2009-2010. D'accord. Ça remonte quand même plutôt pas mal. Et du coup, pour ça, j'ai intégré Faurecia, qui est un sous-traitant automobile que Florian connaît aussi bien. Et du coup, Faurecia, donc un des leaders mondiaux de la construction de différentes pièces dans l'automobile, notamment sur des problématiques de standardisation, d'objectivation, de la quantification de troubles musculo-squelettiques et notamment des paramètres dits biomécaniques. Donc un petit doctorat derrière ça, on s'est retrouvé avec une première version d'un logiciel qui s'appelle Kymea, qui a été baptisé Kymea et
qu'on commercialise actuellement chez Movency. Après, j'ai continué un petit peu en tant qu'ingénieur de recherche à l'INRIA. Donc, l'INRIA, c'est un gros centre de recherche en informatique français qui est un peu partout dans le monde et qui est à la pointe de tout ce qui est technologie et recherche en informatique. Tout ça pour arriver à la création de ma société Movency en novembre 2018. Donc, on a quasiment 2 ans et demi maintenant. Et qui en fait commercialise la solution que j'avais développée pendant ma thèse, donc qui a bien évolué depuis. Donc Movency en rapport avec le mouvement certainement, hein, c'est ça. On comprend bien la continuité, donc la façon de se mouvoir et les problématiques qui vont avec, quoi. Exactement. Pour les biomécaniciens, le logo il parle un petit peu parce que c'est une illustration d'un chronophotogramme. Un chronophotogramme, c'est la naissance en fait de la biomécanique moderne. C'est à l'époque pour mesurer le mouvement d'un coureur. On prenait plein de photos de façon chronologique et on allait tracer les traits. Donc là, en fait, c'est les mouvements de course des segments inférieurs du corps, donc la cuisse-jambe, au cours du temps. Voilà. Donc la petite vague qu'on voit, en fait, ça représente ça et c'est un peu par rapport à un petit clin d'œil à ma formation en bioméca. Et Movency, c'est le mouvement efficient, en gros en anglais, Movement Efficiency. Parce qu'en gros, notre spécialité à l'origine, elle est vraiment dans l'analyse du mouvement humain, qu'on soit un sportif de haut niveau, un travailleur ou une personne souffrant d'un handicap moteur. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on trouve intéressantes et qu'on aimerait explorer dans les évolutions futures de Movency. D'accord. Alors sur ta slide, là, il doit y avoir une coquille parce que c'est marqué novembre 2019. Ah oui, oui, toi, il y a une coquille. Voilà, c'est juste pour préciser. Non, c'est vrai. C'est vrai que les dates, avec le confinement, j'avoue que... On a un peu perdu une année, ouais. C'est ça. Donc ouais, on a un peu plus de 2 ans et demi, on est 14 personnes maintenant chez Movency, donc avec une équipe vraiment pluridisciplinaire, avec beaucoup de compétences complémentaires, comme j'ai pu l'avoir moi dans le cours de ma formation. Donc on a des ingénieurs R&D, des ingénieurs informatiques et des ergonomes. On a inclus des ergonomes dès le début de notre aventure, parce que c'était quelque chose qui était très intéressant pour nous. Alors, le produit qu'on développe, il est vraiment à destination des ergos et on a besoin de leur expertise métier dans le développement d'un logiciel. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les innovations d'usage métier qu'on peut avoir dans nos domaines respectifs, en tout cas. Ça marche un peu par itération, co-construction. Vous n'arrivez pas avec un produit tout fini, puis en disant maintenant, essayez-le. On avance petit à petit, tous ensemble, quoi. Oui, voilà, c'est de toute façon itératif. Nos premiers clients, que je remercierai toujours, ils ont vraiment essuyé les plâtres, parce que forcément, on arrive avec un outil qui cherche sa robustesse et de plus en plus devient cohérent et devient robuste à leur environnement de mesure, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on évolue de façon itérative et de toute façon toujours dans une idée d'innovation, mais d'innovation utile. L'idée, c'est pas de faire de la technologie pour de la technologie. L'idée, c'est de rendre d'abord un service à une profession ou en tout cas à des individus au sein de l'entreprise. Et derrière, on y apporte la technologie qu'il faut pour pouvoir répondre à ce besoin. D'accord. Alors, dans le chat, il y a Arnaud Voisin qui pose la question des ergothérapeutes, point d'interrogation. Alors, je ne sais pas s'il rebondit sur quelque chose que tu as dit ou s'il demande s'il y a ce type de personnes qui sont sollicitées également. Tu vas peut-être pouvoir répondre. Alors, c'est vrai que des fois, c'est un peu un abus de langage qu'on peut avoir, ou en tout cas une confusion entre les deux métiers, entre l'ergonome et l'ergothérapeute. Alors, l'ergothérapeute, on est plutôt sur un aspect clinique de rééducation. Ça veut dire qu'une fois qu'on a eu une pathologie, on va aller rééduquer via un ergothérapeute l'appréhension, par exemple, après un accident. Donc, les ergothérapeutes sont plutôt dans le domaine, on va dire, clinique médical. Les ergonomes sont plutôt dans le domaine de la prévention, industrie, prévention primaire ou secondaire. Et donc, c'est deux métiers qui ne sont pas totalement différents. On travaille vraiment sur l'ergonomie, donc comment on arrive à être efficient quand on prend une cuillère, par exemple, après un accident cérébral, comme comment on peut être efficient
quand on travaille dans une chaîne de découpe de volaille pour éviter de se casser et de générer une TMS. D'accord. Mais c'est une très bonne question parce que souvent, on peut avoir cet abus de langage entre l'ergonome et l'ergothérapeute et c'est deux métiers qui sont quand même distincts. D'accord, ok. Donc, comme ça, on a une petite précision qui ne fait pas de mal, effectivement. C'est ça. Et du coup, voilà, donc pour finir un petit peu l'introduction sur Movency, on a maintenant une trentaine de clients, donc plutôt des clients grands comptes, mais pas que. On a aussi des entreprises de taille intermédiaire, et voire même des PME, notamment de par notre activité de service où on est affilié CARSAT, qui nous permet de pouvoir aller adresser certaines petites entreprises, parce que les TMS, ça ne touche pas que les grosses, ça touche tout le monde. Et c'est important d'aller voir tout le monde et d'aller proposer aussi des solutions et puis des modèles adaptés à chaque type d'entreprise. Donc voilà, on vous a mis quelques-unes pour montrer voilà, qu'on est très général sur les types d'industries. On ne va pas faire que d'automobile, malgré mon parcours un peu dans la sous-traitance automobile. On a beaucoup d'industries. Nous, on est breton à l'origine, donc l'agroalimentaire, par exemple, c'est quelque chose qui est très présent chez nous. On a beaucoup de clients dans l'agroalimentaire. Mais voilà, on a aussi de la logistique, de l'aéronautique. Enfin voilà, c'est à partir du moment où il y a une problématique de TMS et qu'on peut venir régler par du service ou du produit, ben, on le fait. Ok. Du coup, pour finir mon introduction, voilà, je reviens avec le sport. Voilà, je reviens forcément avec le sport parce que, comme je le dis un petit peu dans mon introduction, nous, on vient du monde du sport de haut niveau. Et en fait, notre travail à l'origine, en tant que chercheur dans les sciences du sport, c'est de travailler sur ce personnage-là, le sportif de haut niveau, pour améliorer sa performance, centimètre après centimètre, mais tout ça sans risquer de se blesser. Parce que se blesser, ça signifie pour lui la fin de sa carrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important, cette notion d'efficience et de performance versus la préservation de sa santé. Et ben, pour le collaborateur à son poste de travail, c'est exactement la même chose. Il va devoir être performant dans sa tâche de travail quotidienne, tout en préservant son corps des blessures et traumatismes induits par son activité. Et pour nous, il a encore plus d'impact parce qu'il doit le faire tous les jours. Tous les jours. Comme le sportif qui s'entraîne finalement, effectivement, tu as raison. Ça. Mais ce qui est intéressant, j'aime bien le parallèle parce que effectivement, souvent, moi qui interviens dans des entreprises en tant que conseil, on oppose souvent la prévention à la performance. En disant, à partir du moment où on fait de la prévention, ça va baisser nos cadences, ça va baisser nos productivités, ça va coûter plus que ça rapporte, etc. Enfin, comme si c'était ou l'un ou l'autre. Si on fait de la prévention, mais du coup, on va devoir rogner sur un truc. Et là, ce que tu dis, c'est que non, finalement, le sportif de haut niveau, il fait tout pour pas se blesser parce que c'est comme ça qu'il va continuer de pouvoir faire sa carrière. Mais en même temps, il fait tout pour progresser quand même. Et l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. C'est très juste ce que tu dis. Et on a d'ailleurs fait un livre blanc qui est disponible sur notre site web sur ce sujet de la performance et de la santé pour montrer qu'on ne peut pas opposer les deux et que les deux ont un sens. Et nous, en fait, on le réunit dans le terme d'efficience. Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que dans mes premières années à l'université, j'avais un prof de handball. Moi, je faisais du handball. Et qui nous racontait la différence entre l'efficacité et l'efficience. Et en gros, il prenait l'exemple d'une porte à ouvrir. Alors, il dit, quelqu'un qui est efficace, il prend un bulldozer et il défonce la porte elle est ouverte. Objectif rempli. Par contre, il y a un autre qui arrive à côté, qui prend la clé, qui tourne la clé, qui ouvre la porte. Lui, il est efficient parce qu'en gros, il y a mis moins d'énergie possible pour la même action. Et c'est exactement la porte, ça. on peut s'en servir derrière en plus, accessoirement. En plus, donc il y a vraiment que des avantages à aller travailler et rechercher cette efficience quand elle est possible, bien sûr, plutôt que d'opposer performance et de dire on va prendre un ergonome, donc forcément on va avoir des problèmes avec la prod. Le responsable de production de la ligne il va dire oh là là, mon Dieu, ça va être terrible. Alors que non, pas du tout. On est vraiment dans une approche de gain de la performance par la préservation de la santé et par l'efficience qui est recherchée. Mais c'est bien de ramener ça effectivement au début. Alors, exactement. Ouais, donc un petit focus sur les TMS. Je sais qu'il y a eu une intervention d'un ergonome sur les exosquelettes que j'ai trouvé très pertinente. C'est HMT. Et donc, je vais pas m'attarder sur les TMS. Je vais faire quelques petites redites rapides.
Mais moi, je conseille tout le monde, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir le replay, parce qu'il est vraiment intéressant, en tout cas dans la démarche. C'est quelque chose que je rejoins totalement. Donc, les troubles musculo-squelettiques, voilà, ça touche beaucoup de monde. Ça, on sait que ça cause un arrêt de travail sur 3, que c'est la majorité des maladies professionnelles, sachant que l'autre majorité, c'est souvent tout ce qui est problèmes respiratoires, cancer et autres. Donc là, on touche vraiment à tout ce qui est appareil locomoteur, muscles, os, tendons, nerfs, etc. Le coût de TMS, on a la face visible de l'iceberg, qui sont les cotisations que les entreprises payent, qui sont estimées environ entre 100 et 500 euros par an et par salarié, en prenant en compte l'effectif global, hein, pas que les personnes blessées. Et derrière, on a toute la face cachée de l'iceberg, qui sont les coûts indirects, les problématiques de productivité, d'absentéisme, de turnover et de restriction d'activité. Parce que forcément, on a souvent une TMS entraîne un handicap. Et donc, la personne, quand elle revient dans l'entreprise, il faut réussir à lui retrouver une activité qui soit compatible avec ce nouveau handicap. Ça, c'est des grosses problématiques aussi pour les entreprises. Et donc là, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher pour les entreprises. D'où l'intérêt vraiment d'aller sur l'aspect préventif pour éviter de se retrouver dans des cas de figure comme ceci. C'est important aussi de mettre ces coûts indirects parce que souvent, c'est des choses qu'on a toujours un peu de mal à chiffrer. Et derrière, quand on parlait, tu viens de le dire à l'instant, hein, d'objectiver le coût de la prévention, c'est pas toujours simple, mais c'est de se dire effectivement, faut voir à long terme combien ça peut vous coûter finalement de ne pas faire de prévention par rapport au coût que vous connaissez, qui va être une personne, qui va être un peu de matériel, qui va être un petit peu de réflexion, etc. Mais derrière, effectivement, ça peut être aussi plutôt un investissement, entre guillemets, la prévention, plus qu'un coût. Je citerai nos amis d'Izer qui avaient, lors d'une newsletter, présenté le ROP, qui est un peu l'alternative au Retour on Investment, le ROI traditionnel qu'on peut voir dans l'industrie, avec le retour sur prévention, qui est un concept qui est important et qui peut aussi aider les entreprises à passer le cap. On reste beaucoup dans une tradition gestionnaire des entreprises, ce qui est logique aussi. Et du coup, de ne pas avoir un ROI direct de par l'aspect préventif de l'action, c'est des fois un peu gênant. Mais de plus en plus, les entreprises en ont conscience quand elles voient l'impact que ça peut avoir. Et puis ce qu'on avait évoqué à l'intérieur de l'article aussi, pour revenir un petit peu dessus, c'était que la problématique de la démarche de prévention, ça a été que le temps que l'accident n'a pas eu lieu, en fait, on a beaucoup de mal à pouvoir estimer le retour qu'on peut avoir derrière. Parce que, en fait, en gros, si on fait un investissement dessus et qu'on se dit, peut-être que je vais investir pour rien, alors qu'en fait, il faut bien avoir la notion que c'est vraiment un investissement et c'est pas une dépense, en fait. C'est les problématiques d'assurance, c'est pareil, hein. C'est difficile. On a toujours l'impression qu'on paye pour rien jusqu'au jour où on en a besoin et puis on se dit, finalement. J'avais pas pris cette coche-là. Mince, dommage. Donc voilà, c'est ces genres de choses aussi. C'est toujours difficile, hein. On a toujours l'impression que ça coûte toujours trop cher. Mais bon, cette mise en perspective est intéressante, effectivement, la face immergée de l'iceberg qu'on a souvent tendance à occulter volontairement ou involontairement d'ailleurs. C'est ça, exactement. On n'y pense pas. Hein. Donc du coup, j'ai dit que j'allais pas rentrer dans les détails. Les TMS, la génération d'une TMS, elle est multifactorielle et elle prend en compte différents déterminants du risque et différents facteurs de risque. Donc il y a différents facteurs, les facteurs environnementaux. Enfin, c'est très logique, hein, tout ça, le froid, les vibrations, les problèmes d'éclairage, les outils qui ne sont pas adaptés, les facteurs psychosociaux. Qui sont aussi liés à des facteurs cognitifs. Donc, il y a une distinction qui a été faite par l'intervenant avant, qui est beaucoup plus spécialisé là-dedans que moi, que je trouve très intéressante. Et voilà, les facteurs psychosociaux sont très importants. Les facteurs organisationnels et notamment les marges de manœuvre, qui sont des sujets importants et des leviers potentiels pour les ergonomes pour trouver des solutions. Et les facteurs biomécaniques, où là, on va dire que c'est un peu plus ma spécialité, ou en tout cas de les quantifier. Et c'est surtout des facteurs qui sont quantifiables. Et ce qui est important dans une démarche, on le disait, de pouvoir faire franchir le pas à un industriel sur des aspects préventifs, le côté chiffré, de pouvoir lui donner déjà des chiffres, va être super important dans sa prise de décision. Quitte à ce que ce soit juste en fait la porte d'entrée à une analyse plus globale de l'activité. Et c'est souvent ce qui est fait, c'est qu'on rentre via les facteurs biomécaniques et derrière, on va aller regarder tout ce qui se passe à côté. Et c'est ça qui est intéressant. Mais
pour pouvoir rentrer, il faut lui donner aussi certains chiffres, certains critères objectifs d'un excès, par exemple, de répétitivité, de force ou de posture, qui sont les trois facteurs. Il faut savoir adresser avec les bons éléments de langage aussi, parce qu'effectivement, toi, comme tu dis, c'est ton domaine de prédilection, les facteurs biomécaniques. Tu vas te retrouver peut-être face à des dirigeants d'entreprise qui n'ont pas cette même sensibilité, cette même connaissance, et de fait, qui vont peut-être se dire, il essaye peut-être de me raconter un peu la messe, moi j'y connais rien, cette histoire-là, et savoir trouver les bons éléments, donc le factuel, ce qui est intéressant, le factuel, les chiffres, sur lesquels tout le monde peut se mettre d'accord et qui sont finalement moins interprétables. Voilà. Ouais, c'est exactement ça, et c'est vraiment cette partie-là que nous, technologiquement, on peut adresser. Et en fait, on l'intègre dans une démarche globale qui est préconisée par les instances type INRS. Et c'est que notre outil va remplir une mission très chronophage dans cette démarche globale de prévention et d'analyse de l'activité. Alors, du coup, comment on évalue cette partie biomécanique traditionnellement? Juste avant, excuse-moi, il y a un message de Stéphane sur le chat qui dit que j'imagine que le vieillissement de la population active est aussi un critère de l'explosion des TMS. Alors oui, c'est un facteur aggravant, clairement, parce qu'une maladie, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est pas un accident, c'est une maladie qui est long terme et qui met entre à peu près 5 ans environ en moyenne à se déclarer, et souvent elle est due des fois à plusieurs vies professionnelles d'un individu dans différentes boîtes. Donc forcément, plus on va avoir sursollicité nos articulations, c'est comme un capital, c'est un capital qu'on a et qu'on égrène petit à petit, et plus on l'égrène, on arrive à une zone où forcément on n'a plus de ressources suffisantes dans notre corps pour pouvoir faire face à ces contraintes, et c'est là que en fait la maladie se déclare. Donc plus on a d'âge, forcément, plus on est contraint. Et puis comme le dit Richard, il y a aussi une connaissance de ces démarches-là qui a changé aussi. La société est beaucoup plus à l'écoute de ça. Effectivement, avant, quelqu'un qui avait 50 ans, qui était cassé, machin, on considérait que c'était normal. C'était la fin d'une carrière, et voilà. Maintenant, on considère que non, c'est plus normal d'accepter que le travail casse des gens et que finalement, leur fin de vie on vit plus longtemps, mais le mieux, c'est de vivre longtemps en bonne santé, quoi. C'est un peu ça, les choses qui changent aussi dans l'approche sociale et sociétale, finalement. Exactement, ça c'est une dimension qui est très importante, et on voit aussi les chiffres des TMS exploser. Donc il y a deux facteurs principaux, c'est l'augmentation de la cadence de la productivité, de la productivité, on va dire, de certaines tâches qui sont des fois, et certaines organisations du travail qui sont assez propices, mais également la plus facile capacité à pouvoir aussi déclarer une maladie professionnelle, connaître ses droits en termes de santé au travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à l'époque, se disaient, voilà, je serre les dents, et de toute façon, je ne vais pas m'arrêter parce que j'ai peur de perdre mon emploi. Donc ça, c'est le métier qui rentre, comme dit Arnaud, c'est ça. Exactement. Voilà, j'étais en train de réagir. Voilà, simplement la petite phrase, c'est à dire, ce sont un petit peu les risques du métier, sauf que maintenant, ça fonctionne un peu moins bien, et c'est un peu moins accepté. C'est moins accepté, oui. Exact. Et du coup, effectivement, c'est pas que l'âge, on est d'accord. Non. Comme le dit Richard, effectivement, c'est l'exposition. Il y a des jeunes qui ont des problèmes, des troubles musculo-squelettiques, malheureusement assez jeunes. C'est pas qu'une question d'âge. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Clairement, on pourra parler de la question des intérimaires et de la formation des intérimaires sur des tâches, des tâches qui peuvent être très contraignantes. Et souvent, la plupart du temps, ce qui est assez dingue quand on est dans une entreprise, c'est qu'on voit bien qu'il y a toute une génération d'anciens qui pèteront jamais, entre guillemets, si je la fais un peu vulgairement. Par contre, on a une tranche d'âge, souvent d'intérimaires qui ne sont pas super bien formés, qui n'ont pas l'expérience du poste de travail, et donc qui vont aller sursolliciter parce qu'ils n'ont pas acquis une technique que les anciens ont réussi à acquérir, et qui va donc forcément, eux, les préserver. Et c'est souvent cette tranche de personnes qui n'ont pas les bonnes techniques ou qui n'ont pas les bonnes astuces qui vont sursolliciter et donc déclarer la TMS. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Et juste avant, excuse-moi, je t'interromps encore, mais ça peut peut-être y répondre après. Mais il y a une très bonne remarque de Richard encore dans le chat. On se focalise, là, on voit quelqu'un avec des vêtements de travail, avec des protections, des EPI, etc.
Et effectivement, est-ce que ton approche, les TMS, ça prend aussi en compte les gens de bureau, avec les problématiques liées effectivement aux problèmes carpiens, les manipulations de souris, de choses de cet ordre-là, ou est-ce qu'on est vraiment dans de la production Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que nous, on s'est focalisé principalement sur le travail type, on appelle ça secondaire, donc plutôt l'industrie, notamment parce que nos outils sont optimisés pour détecter et quantifier des mouvements. Le travail en tertiaire est plutôt sur du postural statique, Oui. où là, on va devoir régler plutôt des hauteurs, des parties de préhension et autres. Donc, on a moins d'expérience dans ce domaine-là parce qu'on n'a pas voulu y aller. Par contre, les outils et l'ergonomie est très importante également dans ce domaine d'activité, comme le domaine primaire. Hein, toutes les activités sont concernées par les TMS. Mais voilà, on a moins de plus-value, on va dire, sur des aspects tertiaires. D'accord. Donc, enfin, Richard intervient pas mal aujourd'hui, c'est très bien, merci beaucoup. Et notamment, effectivement, le sujet de l'absentéisme aussi, qui peut être un critère aussi important à suivre. L'absentéisme, c'est pas que des feignants, comme des fois c'est entendu dans certaines entreprises. C'est des fois, encore une fois, l'arbre qui cache la forêt. Quand on creuse un peu, on se dit, ah tiens, il y a quelque chose derrière à aller voir. Derrière l'absentéisme, il y a peut-être effectivement des sujets à creuser. Donc voilà, mais merci Richard de toutes ces précisions dans le chat. Je te laisse reprendre le cours de ton. Pas de souci, on en était sur C'est le ces but du fameux café, risques. d'échanger justement. Donc, mais moi, ça me va très bien. Sur ce format-là. Ça me va très bien. Donc, on était sur nos risques biomécaniques parce que, donc voilà, ces risques qui sont quantifiables. Et du coup, traditionnellement, dans l'industrie, on utilise une méthode et un outil. Le premier outil, c'est l'œil humain, qui nous permet, à partir de notre expertise, donc soit une photo qu'on prend d'une posture comme ici, soit d'une observation directe, de permettre d'essayer d'estimer tous les angles articulaires de notre opérateur pour pouvoir rentrer ça dans une grille de cotation ergonomique qui nous permet d'obtenir un score de risque. Donc voilà, cette méthode-là, par exemple, donc c'est ce qu'on appelle les méthodes papier-crayon. Ça veut dire qu'on va les coter la nuque, le dos, les épaules, et ça va nous donner un score. Donc ici, c'est roula, donc c'est de 1 à 7. 7, c'est très dangereux. 1, c'est pas très dangereux d'un point de vue biomécanique. Et du coup, le gros problème, c'est, OK, je suis ergonome ou je suis un observateur, je suis même un HSE sur ma ligne de prod, je prends une photo du gars, et là, il faut que j'arrive à dire s'il est en flexion, enfin, quel est le degré de flexion de nuque, de poignet, à partir d'une photo en plus, alors que j'ai des angles en 3D à trouver. Donc, en gros, voilà, ce que je veux vous amener, c'est, OK, là, le moyen de quantifier, il est un petit peu compliqué et pas performant. Il peut y avoir un biais, en fait, en fonction de là où on est placé, voir des problèmes là où il n'y en a peut-être pas forcément et rater autre chose, en fait. Exactement. Et le premier critère, c'est qu'on voit qu'en fait, 16% seulement des bonnes mesures sont de bonnes mesures, et ça va être très peu reproductible d'une personne à l'autre. De l'examinateur à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes scores en bout de chaîne parce qu'on ne va pas quantifier de la même façon. Pour nous, ça, c'est 10 degrés, alors que ça, c'est 25 degrés pour quelqu'un d'autre. Et donc là, on a un vrai problème d'objectivité dans la collecte de mesures, sachant qu'en plus, on peut être amené par différents facteurs à intensifier un score ou à réduire un score en fonction de divers objectifs. On peut voir confrontation avec la direction, enfin, il existe plein de choses. Donc là, on a un gros problème de neutralité sur les outils parce que le biais est que notre œil n'est pas un rapporteur et du coup, on ne va pas pouvoir quantifier de façon précise et reproductible les postures. Le deuxième, c'est qu'on va regarder une posture. Alors, vous imaginez bien que dans le travail, la plupart du temps, le travail, il évolue, on ne reste pas figé. Du coup, on doit faire ça pour chaque posture clé. Alors, il faut reproduire tout le process pour chaque posture. Et entre deux postures, on ne sait pas s'il y a un risque ou il n'y a pas de risque. Et en gros, on a très peu de données quantitatives et surtout, on a très peu on n'a pas le facteur de la durée d'exposition à un risque. Parce que c'est bien d'avoir une intensité. OK, là, c'est très dangereux. Mais est-ce que ça dure 1% de son travail, 20%, 50%? Ça, on ne peut pas le faire avec les outils actuels. Et c'est vrai que c'était une vraie limite des outils traditionnels. Et derrière, le troisième point faible, c'est clairement, c'est très chronophage.
Il Oui. faut le faire pour chaque opération, pour chaque poste de travail, pour chaque, des fois, opérateur, parce que les opérateurs, ils n'ont pas la même taille, donc ils ne sont pas les mêmes techniques gestuelles. Pour chaque donc, poste de travail, de chaque ligne, et bilan des courses, on se retrouve avec une usine à gaz monumentale. Mm. Et pour donner une Dont on peut rien anecdote, tirer factuellement en plus. bah, c'est ça. Pour donner une anecdote, c'est quand je travaillais chez Forestia, l'objectif, voilà, c'était de trouver de créer un outil qui permette de le faire automatiquement, cette collecte de données. Parce qu'en fait, ils avaient remarqué qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps pour faire l'ensemble de leurs postes, qu'ils devaient refaire une cartographie pour mettre à jour la première qui n'avait pas été faite. Ça veut dire qu'en gros, en fait, eux, ils devaient le faire dès chaque changement de produit. Bah, ils n'arrivaient même pas au bout de la première tâche qu'il fallait déjà recommencer Ah oui, effectivement. sur la seconde. Donc, c'était des grosses problématiques et ce n'est pas la plus-value d'un ergonome, clairement, de mesurer des angles articulaires. Là où on l'attend, c'est dans l'interprétation des déterminants, de savoir comment, d'où ça vient en fait, pourquoi on a une flexion importante au niveau du dos. Ah ça, il va falloir que tu détermines, toi, l'ergonome, d'où ça vient. Est-ce que c'est organisationnel? Est-ce que c'est un problème de formation? Enfin, il y a plein de facteurs et des déterminants du risque. S'attaquer aux causes finalement et pas essayer de passer beaucoup de temps sur l'outil, la saisie, etc. Mais bien s'attaquer directement à l'action, à l'analyse et à la définition d'action pour s'attaquer aux causes. C'est ça en fait. Exactement. En fait, l'objectif, c'est que l'outil vous donne les conséquences biomécaniques et à vous de trouver les causes pour agir sur les causes. Et c'est clairement ce qu'on fait. Et dans la démarche ergo, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on appelle les déterminants du risque. Quels sont les déterminants et comment on peut agir sur ces déterminants. Et donc tout ça, ça nous donnait un faible retour sur investissement. Et du coup, nous, chez Movency, notre objectif, comme je le disais, c'était vraiment d'améliorer l'efficience de l'homme en mouvement. Ça, c'est un peu notre mission pour qu'on se lève le matin. Et pour accomplir notre mission, il faut pour nous développer des outils qui se basent sur 3 piliers. Le premier, c'est d'avoir des données qui soient valides et fiables. Pour nous, c'est très important. On travaille sur des données relatives à un état de contrainte objectif. Donc, il faut que ce soit objectif standardisé. Mais surtout, il faut que ce soit facile et rapide à utiliser. Parce que si c'est une usine à gaz d'un point de vue de la mise en place, etc., ce ne sera pas utilisé. Et ce sera, si ce n'est pas utilisé et c'est mis au placard, ce ne sera pas bon pour l'opérateur, ce ne sera pas bon pour la direction, ce sera bon pour personne. Ça n'a aucun intérêt. Et enfin, troisième pilier qui va un peu avec cette facilité d'utilisation, c'est qu'il faut que ce soit le moins invasif possible pour l'opérateur. L'opérateur, il ne faut pas qu'il ressemble à Robocop à la fin pendant l'analyse, parce que d'une part, il va modifier son mouvement, parce qu'il va se sentir des fois contraint. Puis entravé aussi. Exactement. Et surtout, il a autre chose à faire. Et son travail, il doit être vraiment le plus naturel. Et ce qu'on dit souvent dans notre domaine, c'est qu'il faut être de façon écologique. Donc, il faut qu'il puisse être dans son activité de travail le moins entravé possible, le moins gêné possible, pour qu'on puisse avoir vraiment le geste qu'il ferait au quotidien. Parce que sinon, si on lui commence à lui mettre une combinaison et tout, le mec, il va se dire « Ok, là, je suis surveillé, il va falloir que je fasse le truc super propre et tout. » Et nous, on veut voir la réalité, on ne veut pas voir… et du coup, ça, c'est un pilier qui est important pour nous. Et c'est aussi pour ça que nous, on est assez… différent des autres solutions en ergo que vous pouvez trouver qui sont basées capteurs, c'est que nous, on essaye de réduire au maximum tout ce qu'on peut mettre sur le corps de la personne. Et donc, nous, on est plutôt basé vision, d'où l'intelligence artificielle qui arrivera. Peut-être avec ce que tu as évoqué au tout début, peut-être c'est le lien avec le sport, encore une fois. Un sportif, si on commence à le charger, je reprends l'exemple du sauteur à la perche, si on commence déjà à lui mettre des choses à droite à gauche, ça va perturber son équilibre, ça va perturber ses ressentis, son feeling, etc. Et forcément, son geste sera beaucoup moins naturel. Donc, il faut se dire la même chose pour quelqu'un qui travaille sur un poste de travail. Forcément, il va changer ses postures. Le fait, en plus d'être observé, déjà rien que ça change forcément la façon de se déplacer, d'opérer, etc. Donc, comme tu dis, le moins invasif possible, c'est ce qui est le plus pertinent si on veut vraiment avoir des choses qui ressemblent à la réalité. Exactement. C'est super important et c'est vraiment, nous, un axe fort. Et pareil, quand j'ai commencé chez Forestia en thèse, ils avaient une solution basée capteur qu'ils n'utilisaient pas. Et ils m'ont dit, nous, on n'en veut pas de capteur. Donc, moi, ça avait été réglé. On va dire que mon choix avait été vite fait. Donc, rapidement, je vais juste vous présenter les deux systèmes, on va dire, les plus démocratisés dans le domaine.
Comment on mesure le mouvement d'un travailleur? On a soit du capteur inertiel, donc c'est des capteurs qui sont placés sur le corps et qui permettent d'obtenir des orientations des segments du corps, et après, derrière, on reconstruit un mannequin numérique. Donc, l'intérêt de cette technologie-là, c'est qu'elle n'a pas de problème d'occultation. Ça veut dire que si la personne elle se cache derrière un mur, on pourra quand même capter ses mouvements, contrairement à des caméras où les caméras, si elles ne voient rien, elles ne pourront pas capter un mouvement. De plus, c'est des technologies qui sont très miniaturisées, qui miniaturisent beaucoup. Donc, elles vont être de moins en moins invasives. Et elles ne sont pas très chères, donc elles sont accessibles dans des domaines annexes comme les domaines de l'ergonomie. Je parle des technologies de mesure du mouvement. Parce il faut imaginer les gold standards, donc vraiment les outils de mesure standards qu'on peut retrouver, les deux références. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire on compte en millions. C'est ce qui est utilisé pour faire du avatar, ou vous voyez avec les petites boules réfléchissantes qu'on met partout sur le corps. Et ça, vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre ça dans une usine. Donc les inconvénients de ce type de système, c'est qu'il faut placer sur le corps. Donc ça veut dire qu'il faut sortir l'opérateur de ligne, soit lui faire enfiler une combinaison où il y a les capteurs qui sont intégrés dedans, soit devoir les placer sur le corps. Donc déjà, il faut pouvoir le sortir de ligne. Quand on est en juste à temps, comme chez Faurecia, c'est compliqué parce que chaque minute de perdu, c'est plusieurs milliers d'euros quand on bloque la ligne de prod. Ça, c'est un petit peu compliqué. Il faut aussi calibrer, donc ça veut dire qu'on va demander à l'opérateur de faire des poses de référence. Donc, c'est pas forcément agréable pour lui parce que les autres le regardent en train de faire des genres de gestes comme ça. Bon, mais surtout aussi parce que c'est contraignant pour la prod parce que il va pas travailler à ce moment-là. Et enfin, le troisième point, c'est que ces technologies-là, en fait, qui sont des technologies que vous pouvez retrouver dans vos smartphones. Vous savez, quand on passe de paysage à c'est exactement la même technologie qu'il y a dedans. Et en fait, ces technologies, elles ont une tendance à dériver au cours du temps. Donc, il y a une erreur qui augmente au cours du temps parce qu'il y a du bruit de mesure qui s'accumule. Donc, après, on ne va pas parler de traitement de signal aujourd'hui, mais qui s'accumule et du coup, il faut recalibrer souvent. Donc, ça veut dire qu'en plus de devoir le faire une fois, il faut le réitérer plusieurs fois. Pour tout le système, oui. C'est assez contraignant quand même. Donc, voilà les pour et les moins des systèmes inertiels. Et donc, nous, l'approche qu'on a pris, et encore, nous, on est dans une approche un peu hybride, mais on est surtout sur de la vision par ordinateur. En vision par ordinateur, l'intérêt, c'est que ce n'est pas invasif et ce n'est pas contraignant, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'action sur l'opérateur en tant que tel. Et c'est suffisamment précis pour faire de l'ergonomie de terrain. Je ne pourrais pas vous dire ça à l'heure actuelle, par exemple, d'un sport ultra dynamique comme le baseball, par exemple, où là, il faut une capacité d'acquisition très rapide, etc. Mais par contre, voilà, moi, lors de ma thèse, on a publié plusieurs articles scientifiques dans Applied Ergonomics, notamment, qui est un des journaux scientifiques de référence, où on a montré que notre solution par rapport au système de référence, il est suffisamment précis. Donc, mon premier pilier, il était important et il vient aussi par une publication scientifique importante. Après, les limites, on peut souffrir d'occultation forcément si la personne elle est totalement masquée. Donc après, il faut savoir qu'on peut se déplacer avec le système. Donc, on peut changer de point de vue pour éviter d'être dans des occultations. Et aussi, c'est des caméras qu'on utilise qui sont un peu spécifiques, qui sont des caméras de profondeur. Donc, elles vont avoir un volume 3D pour estimer derrière, via l'IA, des postures. Et du coup, m'amène à cette problématique, c'est que la précision, elle va dépendre de l'algorithme et des données d'apprentissage de l'IA qui est à l'intérieur et qui permettent d'estimer les positions en 3 dimensions de mon opérateur. Parce que concrètement, comment ça va se passer? C'est que la caméra va générer une image et derrière, l'image va être donnée à l'IA pour essayer d'estimer son jumeau numérique, donc les positions en 3D et au cours du temps de mon personnage. Et là, on arrive sur un peu le fond du sujet et comment la computer vision et l'IA, on peut réussir à partir de ça à évaluer des postures et donc a posteriori des paramètres ergonomiques, des contraintes ergonomiques en termes de posture, etc., etc. Alors, j'ai vu le webinaire aussi de Flo
Et du coup, je n'ai pas voulu re-rentrer dans les détails de ce que c'était que l'IA versus le deep learning et autres. Donc, j'ai juste quelques slides rapides là-dessus pour parler plutôt de l'apprentissage, que je trouve qui est quelque chose d'important. Et du coup, une petite définition rapide, la vision par ordinateur, c'est une partie de l'IA qui a pour but de permettre à une machine d'analyser, traiter, comprendre une ou plusieurs images, ou alors images couleurs, images de profondeur, tout type d'image. Et en fait, le point névralgique un peu là-dedans, c'est l'apprentissage d'un modèle. Ça veut dire qu'une image, une intelligence artificielle basée sur la computer vision va avoir besoin d'apprendre pour reconnaître, tout simplement. Et du coup, on utilise maintenant plutôt des techniques de deep learning, donc qui sont assez proches de ce qu'on peut avoir dans le fonctionnement d'un cerveau humain, avec des neurones qui vont nous permettre de nous donner une probabilité de présence ou pas de posture dans l'image. Alors, rapidement, hein. Alors là, pour ceux qui sont spécialisés là-dedans, vous pouvez aller boire un café, hein. Ça va être vraiment très simple. Mais bon, l'apprentissage en vision, c'est très simple. On a une pomme et nous, notre objectif, c'est de dire à chaque fois que je vois une pomme, je veux que mon algo il dise OK, c'est une pomme ou c'est pas une pomme, tout simplement. Et du coup, ce qu'on va faire tout simplement, on va lui donner plein d'exemples et on va lui dire ça, c'est une pomme, ça, c'est une pomme, paf, ça, c'est pas une pomme. D'accord? C'est juste ça, l'apprentissage. C'est comme on fait avec n'importe quel humain. On apprend par l'exemple et on lui donne des exemples, on lui donne des exemples, on lui donne des exemples de ce qui est ou ce qui n'est pas. Et notre but, c'est quoi? C'est reconnaître si c'est une pomme ou si c'est pas une pomme. On lui demande pas de reconnaître si c'est un kiwi, on lui demande de reconnaître si c'est une pomme. C'est assez important. Les 4 chats là, de Google, quoi. C'est ça. C'est ça. En tout cas, vous les aidez à faire apprendre leurs algorithmes. Hein. Donc, merci à eux. Enfin, merci à vous. C'est ça, oui. Et du coup, pour remettre ça sur notre idée, c'est que nous, on ne veut pas savoir s'il y a une présence d'une pomme ou pas une pomme. On veut savoir quelle est la position de l'épaule droite, par exemple, et du coude gauche, d'accord, dans un milieu de travail. Et nous, ça va être pareil. On va construire une base de données où on va lui dire, là, c'est l'épaule gauche, là, c'est le coude gauche, là, c'est l'épaule droite, pour mes différentes images. Et ça, pour beaucoup d'images. Donc, quasiment 500 000 images d'apprentissage pour que l'algorithme soit capable d'apprendre et de dire, quand on lui donne une image sans lui dire où sont le coude gauche et l'épaule droite, qu'il puisse la retrouver. Voilà. Donc, c'est comme ça, on va dire, les bases de la constitution d'un modèle d'apprentissage. Et donc, ce modèle d'apprentissage, il apprend de cas concrets. Et tout l'enjeu des algos, je pense que Heiser, ils connaissent bien ces sujets-là, c'est la data qu'on met dans l'apprentissage de nos modèles. Plus nos modèles vont bien apprendre avec des données très contextuelles, plus il va être performant. OK. Voilà, et moi j'en dirais pas. C'est vrai que juste, il y a Richard qui précise encore Richard qui a travaillé dans l'expérience TMS dans la grande distribution, pardon, donc voilà pourquoi il s'exprime aussi pas mal, donc c'est très bien justement aussi, qui dit aussi qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller si loin, il faut reconnaître les contraintes articulaires qui engendrent les TMS et penser parfois à séquencer les tâches. Effectivement, juste, c'est pas pour dénigrer ce que tu dis, Pierre, c'est pas du tout ça, mais au contraire, effectivement, il ne faut pas penser non plus que l'outil va tout solutionner. C'est un ensemble de choses, il faut avoir une vision vraiment globale. Encore une fois, on l'a déjà dit dans les précédents cafés IQSE, un outil reste qu'un outil. Ça dépend toujours de comment on s'en sert et ce qu'on en fait. Rien n'empêche effectivement de garder des principes généraux, des bons principes généraux, comme les principes généraux de prévention, pour régler les soucis. Voilà, c'était juste pour dire ce qui avait été dit dans le chat. On est en phase là-dessus, hein. Il n'y a pas de souci. Un outil, c'est là pour rendre service. C'est pas là pour remplacer une expertise. Mais on est vraiment là sur. Moi, je le dis très vulgairement des fois, mais notre outil Kimea, il est là pour automatiser les tâches à faible valeur ajoutée d'un ergonome, qui sont le recueil de données biomécaniques. Alors, s'il y a un mec qui se lève le matin en disant je veux être ergonome parce que je peux quantifier des données biomécaniques dans l'usine, j'en connais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas une tâche qui est intéressante. Et puis, elle demande pas de réflexion, elle demande pas d'investigation, elle demande pas d'analyse de l'activité. Et par contre,
l'analyse de l'activité va pouvoir s'appuyer sur les données issues de cet outil-là. Donc, c'est exactement ça. C'est comment on va se servir de l'outil pour trouver une solution à mon problème. Mais l'outil ne donnera jamais la solution. Vu qu'elle est multifactorielle, c'est impossible. Voilà. Donc, en parlant de cette solution, je vais donc vous présenter un peu ce qu'on fait, nous, et la solution Kimea, donc, je vous rappelle, qui avait été développée à l'origine lors de ma thèse. Donc, nous, en fait, on a une méthode un peu hybride, donc on est basé quand même beaucoup sur la vision, donc on utilise une caméra de profondeur, et on a quand même une paire de gants qui nous permet d'avoir la motricité au niveau des poignets, parce que les poignets, en fait, sont souvent en interaction avec des objets ou masqués, ce qui fait qu'en vision, pour avoir une robustesse suffisante, c'est un peu compliqué. On n'arrive pas à avoir ces articulations-là de façon suffisamment précise en contexte industriel. Du coup, on a rajouté ces choses-là. Donc, c'est des gants qui s'enfilent, pas besoin de calibrer ou autre, donc ça reste très peu invasif. Donc, à partir de ce moment-là, on obtient donc le jumeau numérique en temps réel de notre travailleur. Ça va nous permettre aussi de pouvoir faire un peu de pédagogie ou pouvoir montrer, regarde là, par exemple, l'épaule gauche, elle est en train de se lever. On va pouvoir avoir pas mal de feedback temps réel. Mais le but, c'est surtout de récolter cette donnée-là et de l'enregistrer en local sur l'ordinateur. Parce que derrière, en fait, elle va nous permettre de calculer automatiquement tous ces risques de TMS, toutes ces grilles de cotation qu'on faisait manuellement, et donc d'accélérer vraiment la cadence en termes de récolte de data. Et derrière, on a tout un logiciel métier qui va nous permettre de découper, séquencer, on en parlait, donc l'activité en différentes opérations, en différentes tâches, en différents temps de cycle, pour avoir des données sur ces différents indicateurs-là. Donc, par exemple, si on a une activité qui représente 5 tâches, on va pouvoir avoir le score de risque pour ces 5 tâches, comparer les tâches entre elles. Et surtout, on va pouvoir aussi comparer les postes entre eux. Donc, je vais parler des cas d'usage derrière, mais ça va nous permettre d'avoir une donnée objective de OK, ce poste-là, il est dans le rouge, celui-là, il est dans le orange, celui-là est dans le vert. On va plutôt se focaliser sur le poste dans le rouge. Donc là, après, si vous êtes intéressé je ne vais pas vous faire une démo maintenant, ce n'est pas l'objet de ça, mais n'hésitez pas à nous recontacter par la suite pour qu'on vous présente vraiment la solution plus en détail. On mettra les coordonnées dans le replay. Et du coup, voilà, ça répond à nos problématiques de mesure rapide et sans contrainte. Là, vous pouvez voir notre opérateur qui est en train de bosser. Et là, on a la visualisation de son jumeau numérique en temps réel qui est évalué et enregistré dans notre solution. Donc ça va être intéressant. Donc, on va avoir toutes les données. Et vous voyez bien que l'opérateur, si je remets l'image, il n'est vraiment pas gêné dans son travail, il est de dos, il ne voit même pas la caméra, donc on est vraiment sur du travail écologique. Et nos petites mitaines, donc voilà, elles sont coupées ici pour éviter de gêner au niveau de l'appréhension. Donc là, on a vraiment répondu à notre premier pilier, en tout cas on l'espère. Et puis le deuxième pilier, c'était les données valides et précises, parce que forcément, les outils, les algorithmes d'estimation de posture qu'on peut trouver sur le marché, des fois, ils ne répondent pas à tous les besoins de précision, et par exemple, notamment dans les problèmes d'occultation. Et ça a été vraiment le cœur de ma thèse, ça a été de développer un algo qui prenne en compte qu'on ne voit pas une partie de mon corps parce que je tiens un objet. Ça, on le retrouve souvent dans l'industrie, on ne le retrouve pas en laboratoire, mais forcément, nous, on vise la vraie vie. Donc, on a développé des algorithmes qui prennent ça en compte pour être beaucoup plus robustes. Et donc, la différence entre les deux petits bonhommes qu'on peut voir sur cette vidéo. Et donc, si vous êtes intéressé côté recherche à plus approfondir, on a toute la littérature scientifique qu'on a faite lors de ma thèse qui est disponible gratuitement sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous aimez bien ce genre de littérature. Et pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien dans le chat. Ça marche. Okay. Super. Et du coup, on me ramène à la question du pourquoi Kimea, parce que c'est important de savoir à quoi va servir cet outil concrètement. Donc, pour moi, c'est important. Et du coup, il y a plusieurs cas d'usage qui sont disponibles. Le plus classique, c'est la mise en place d'un plan de prévention. Donc, on va intégrer l'outil à notre plan de prévention global, ce qui va nous permettre
d'intégrer, enfin d'intégrer ça dans une démarche globale en ramenant aussi des indicateurs sur les différents paramètres biomécaniques. Donc, on va pouvoir faire des cartographies. Donc, cartographier un poste, avant, chez Forestia, ça se comptait en plusieurs semaines. Maintenant, ça se compte en plusieurs heures. Donc, vous voyez bien le gap qu'on peut gagner avec l'outil en termes d'optimisation de cette tâche à faible valeur ajoutée qui est la collecte de données biomécaniques. Ce qui est intéressant aussi pour un ergonome ou un HSE, c'est que vu qu'il ne va pas être focalisé sur l'analyse biomécanique, il va pouvoir regarder les autres déterminants du risque. Il va pouvoir regarder l'environnement, il va pouvoir regarder l'organisation du travail. Et donc, toute cette partie-là qui va se décharger, qui est une partie super chronophage, il va pouvoir la mettre à profit sur d'autres choses. Et ça, c'est vraiment important pour eux. Donc voilà, après, la préconisation de solutions, ça va nous permettre aussi de pouvoir valider des aménagements de poste. Donc ça, on en reparlera, mais par exemple, j'ai un poste à l'état 1, je fais un aménagement de poste, je passe le poste et je refais une mesure sur ce nouveau aménagement de poste et je regarde si j'ai bien gagné en termes biomécaniques, si j'ai vraiment réduit le risque. Par exemple, il y a un petit exemple ici sur ma slide. Vous voyez, je suis passé de 34 à 62. Parce qu'une bonne idée qu'on pensait, des fois, ce n'est pas une bonne idée. Et quand on ne quantifie pas, on peut laisser une mauvaise bonne idée se faire. Et du coup, voilà, l'outil, il permet quand même de se dire, ah ouais, là, on a fait une gaffe. Et du coup, ça, c'est des choses qui sont factuelles et ils sont importantes aussi parce que l'ergonome, moi je le dis souvent, mais l'ergonome, c'est un peu un fin négociateur dans l'entreprise parce qu'il va devoir trouver des budgets pour faire des aménagements de postes de travail qui ne vont pas être liés directement à la productivité. J'entends, comme par rapport au discours qu'on a eu ce matin. Et donc, il doit convaincre aussi bien la direction d'accorder ces crédits-là pour les aménagements de postes, mais également les opérateurs. Parce que si les aménagements sont pas, les solutions ne sont pas pérennes, elles ne vont pas être utilisées et donc il ne pourra plus en avoir pour la prochaine. Donc il y a vraiment c'est un fin négociateur, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est quelqu'un qui doit être habile et trouver des compromis, essayer de faire parler, de mettre les gens autour de la table. Et l'objet des exosquelettes que vous avez eu, c'est typiquement ça, c'est une intégration d'un exosquelette réussi. Il faut que toutes les parties prenantes, aussi bien en direction qu'en tant qu'opérateur utilisateur, soient réunis pour que ça ne se finisse pas au fond d'un placard. Et des outils comme les nôtres peuvent aider à cette réunion-là parce qu'ils vont apporter cette neutralité, cette objectivité. D'accord. Les autres cas d'usage, ça peut être aussi d'améliorer la rotation de poste. Si vous avez des postes de travail, toutes les 2 heures, vous changez de poste de travail, vous allez éviter, grâce à l'outil et la cartographie que vous aurez fait, vous allez éviter de mettre un poste de travail qui est sursollicitant pour l'épaule gauche après un poste de travail qui sursollicite la même articulation. On va essayer en fait de compenser au maximum pour que les articulations les plus sollicitées ne soient pas toujours les mêmes dans le cours de la journée, équilibrer sa journée en termes de charge biomécanique. On va aussi pouvoir gérer les restrictions d'activité, enfin en tout cas la partie anatomique, où si par exemple on a un poste où on ne peut pas aller à plus de 90 de flexion d'épaule, ça on va pouvoir, grâce à notre cartographie qu'on aura faite avec Kimea, pouvoir savoir quels sont les postes compatibles ou pas avec cette restriction d'activité. D'accord. On va avoir aussi un aspect qui va être très intéressant et là qui est un peu plus STAPS, on va dire, que si je repars un peu c'est le côté co-construction de référentiels communs avec les équipes parce qu'en fait, on va avoir un biofeedback, on va voir en fait son jumeau numérique sur l'écran et les risques associés à ce jumeau numérique et souvent, ça va aider les opérateurs à la mise en mots des problématiques et de trouver des solutions, ça va les impliquer dans la recherche de solutions via les groupes de travail, de se dire « Ah ouais, ça c'est mon geste, ça. Ah ouais, je ne pensais pas que je pliais autant le dos. Quoi. Ah ouais, peut-être que c'est important. Et si ça va dans le rouge et tout, ok, je vais essayer de trouver avec mon ergonome, avec mon HSE, une solution pour limiter cette partie-là. » Donc ça va impliquer les équipes et ça ira même jusqu'à la mise en place de bonnes pratiques au sein de l'entreprise, mais en impliquant toutes les parties prenantes. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, excuse-moi, c'est juste ça répond aussi à une exigence de la norme ISO 45001, donc relative à la santé et sécurité au travail, qui est la partie, on parle souvent de communication, de sensibilisation, mais il manque la partie prise de conscience souvent.
Et ça peut aider à la prise de conscience parce qu'on va voir ce qui se passe chez les autres, mais forcément, notre champ de vision étant ce qu'il est, et puis aussi nos biais personnels étant ce qu'ils sont, on a toujours du mal à s'auto-juger. Et là, d'avoir un outil neutre qui nous dit, comme tu dis, ah oui, je me tiens comme ça. Enfin, moi, je prends l'exemple, j'ai dû faire des semelles pour des chaussures, et je sais plus comment, le podologue voilà, m'a filmé pendant que je marchais, et je me suis rendu compte de ma façon de marcher, que j'avais une épaule qui était statique par rapport à l'autre, et il me dit, votre déséquilibre, il vient certainement de là. Mais moi, dans mon quotidien, mes épaules, elles bougent exactement de la même façon. Et maintenant qu'il me le dit, effectivement, j'en prends connaissance et je me force à faire un mouvement de bascule un petit peu différent, peut-être accentué, mais pour rééquilibrer un peu le truc, quoi. Et ça, si on me l'avait pas montré, on me l'aurait dit, j'aurais dit, mais tu me racontes n'importe quoi. Le fait de le voir, ça met en exergue ce sujet-là, quoi. C'est exactement ce qu'on fait dans le sport depuis des années et des années, hein. Clairement, les athlètes de haut niveau, on les confronte à leur propre motricité positivement pour aussi les aider à s'améliorer, parce qu'entre la sensation et la réalité, des fois, il y a des biais qui sont importants. Et du coup, le dernier cas d'usage, enfin, il y en a plein, c'est aussi tous ces projets de modernisation de lignes de prod. Comme je le disais, on peut faire facilement des avant-après, donc on va pouvoir également simuler des nouveaux aménagements de poste de façon assez rapide, que ce soit sur des ateliers papier-carton, mais également en réalité virtuelle. On va pouvoir immerger notre opérateur sur un poste virtuel. Et ça m'amène à un autre outil qu'on a développé, enfin qui est un plugin, on va dire, qui permet de pouvoir illustrer, faire une comparaison de différents aménagements de poste. Donc là, on va immerger notre opérateur dans un poste virtuel. On va avoir son score qui va être mesuré. On va se dire, OK, est-ce que je ne peux pas essayer d'améliorer? Là, il y a des pics qui sont détectés par le système. Donc là, notre ergonome voit qu'il y a un problème au niveau de la flexion de dos. Donc, on arrive dans le rouge. Donc, on va aller travailler sur le poste directement. Donc, sur le fichier CAO, on va retravailler ça et on va réimmerger notre opérateur dedans et pouvoir voir si la nouvelle aménagement va lui donner beaucoup plus de satisfaction d'un point de vue ergo. Et ça, c'est vachement bien. On est dans les principes généraux de prévention d'adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Exactement. Et en fait, là, tout l'intérêt qu'on va avoir, c'est qu'on va faire ça à moindre coût avant de construire la ligne de prod et de devoir essayer de la corriger avec des bouts de scotch un peu partout. Parce qu'une ligne de production, pour la transformer, c'est compliqué et ça coûte cher. Alors que de le faire en phase amont via les modèles 3D, ça va nous permettre de pouvoir détecter des problématiques avant qu'elles soient, enfin, que le poste soit réalisé. Ça peut permettre de faire des expérimentations à moindre frais, entre guillemets, et de pouvoir plus facilement se rattraper et pas se dire, bon, maintenant qu'on l'a payé, on va attendre un peu, tant pis, on va se faire avec. C'est ça. C'est rapidement et facilement. Et donc, ça va. Après, voilà, ça ne va pas être faisable pour tout type de poste de travail, parce que forcément, la VR reste encore un outil qui a des limites en termes d'immersion, qu'on ne pourra pas retrouver. On ne pourra pas retrouver exactement les mêmes choses que dans le réel. Et notre deuxième plugin, c'est sur l'autre partie, cette partie qu'on disait plutôt formation, parce qu'on a des métiers, par exemple dans le BTP, où aménager un poste de travail, ce n'est pas si simple que ça, hein, parce que le mur, il doit être construit, on ne va pas pouvoir le baisser à hauteur de bras, tout bêtement, hein, je prends cet exemple-là. Donc, on va plutôt travailler sur l'aspect formation, où là, notre outil va nous permettre de créer un référentiel sur une tâche technique et de pouvoir travailler et de pouvoir filmer notre opérateur et comparer son geste à celui du référent pour essayer d'améliorer son geste technique via une formation. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir apporter aux formateurs un outil qui leur permette de co-construire leur geste de référence. Hein, on n'impose pas de geste de référence et de pouvoir même l'adapter aux différents opérateurs et de pouvoir avoir quelque chose où on a le biofeedback, on a le retour direct de ma propre motricité pour aider et rendre ça beaucoup plus ludique. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est de faire dans l'action, ça a beaucoup plus d'impact en termes d'apprentissage que de dire ou de voir. Donc là, l'idée, c'est d'aller sur ces principes-là on fait ensemble de façon ludique et tout, on voit les résultats directement et on va travailler avec notre préventeur sur comment on améliore
ma motricité pour arriver aux bonnes pratiques, sans bien sûr les imposer. Et ben voilà, j'en ai fini. Moi, si je peux vous donner quelques justes perspectives de Movency, mais plus globalement, nous, on a plusieurs perspectives, notamment toujours en recherche. Je suis très attaché à continuer la recherche, donc on a beaucoup de collaborations avec nos laboratoires d'origine, le laboratoire Mouvement Sport Santé de l'Université de Rennes 2 et l'INRIA de Rennes. Et là, on lance une CIFRE, donc une thèse, notamment sur des problématiques d'estimation des autres facteurs biomécaniques, parce que là, on a parlé beaucoup posture, mais la posture, elle ne peut pas être découplée de l'effort. L'effort, il est pris en compte dans nos outils actuels, mais comme une pondération, parce qu'on utilise des méthodes issues de la littérature, comme la méthode Roula. Mais on trouve que la méthode Roula, honnêtement, elle a 20 ans. Elle est très bien parce que c'est un standard dans l'industrie. Par contre, il y a beaucoup de limites. Et notre objectif derrière, c'est de développer un nouvel indicateur qui prenne en compte aussi les efforts. Donc, pouvoir mesurer les efforts avec nos outils peu invasifs, mais également de les intégrer dans un indicateur qui ait plus de sens. Et du coup, on recrute. Hein, donc, je lance un appel s'il y a des gens qui sont intéressés, aussi bien pour la CIFRE, mais on a aussi deux postes techniques, un responsable technique, un ingénieur plutôt cloud. Et voilà. Donc, je crois qu'il y a 3 postes à pourvoir. Ouais, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter parce qu'on recherche activement. Bon, bah écoute, parfait. Le message est passé. J'espère qu'il sera entendu et que tu trouveras rapidement, enfin que vous trouverez toute l'équipe rapidement de quoi venir vous épauler, des nouvelles forces vives pour venir à vos côtés. Merci beaucoup, Pierre. Alors, Richard doit nous quitter. Stéphane nous a quittés aussi. Stéphane remerciait cette présentation qu'il trouvait assez incroyable, ces avancées technologiques. Effectivement, c'est intéressant d'avoir ces mélanges. Effectivement, les cafés IQSE, c'est l'innovation au service de la prévention et des métiers QSE. Et tout ça qui vient dépoussiérer ces démarches qui sont souvent vues, comme on l'a dit, comme des entraves finalement au bon fonctionnement des entreprises, comme de la paperasse pour rien, etc. Et ben on voit que non, en changeant un petit peu d'angle, on peut en faire justement au contraire des leviers d'efficacité, voire d'efficience, comme tu nous l'as si bien dit depuis le début, et que l'un n'empêche pas l'autre. Donc c'était encore un bel exemple en ce mardi midi. Eh ben, merci Pierre. On retrouvera cette intervention pour ceux qui n'ont pas pu y participer, ou qui veulent la revoir à tête reposée plus tard. Ça sera sur la chaîne YouTube Heiser. Et puis moi, je la relayerai avec de l'huile dans les rouages. Et puis, ça sera sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont été présents. Merci à ceux qui nous regardent en différé. Et donc, à la semaine prochaine, même jour, mardi, même heure, 13h. À bientôt. Merci. Au revoir.